Mais ce soir, j'ai quand même le dos qui me chatouille un peu. Conséquence, Twitter est devenu le lieu privilégié pour découvrir l'actualité des stars, comme nous l'explique Aude Baron, journaliste du site internet Le Poste. Alors on peut apprendre des choses en exclusivité sur les stars parce que certaines stars ont compris l'intérêt de Twitter et privilégient certaines informations. Par exemple, Sébastien Chabal qui avait donné des nouvelles de sa blessure il y a quelques mois exclusivement sur Twitter. Il n'en avait même pas parlé à la presse écrite. Ou par exemple Lance Armstrong qui, lors du Tour de France l'été dernier, en fait nous tenait au courant de son Tour de France, comment il le vivait, ses difficultés et ses doutes, etc. sur Twitter. Donc en fait, si on est fan du Tour de France, si on est fan de Lance Armstrong, on va consulter son compte Twitter et là on est au courant en temps réel de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. En moins de 4 ans, Twitter a su attirer des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, d'après les dernières estimations, il serait presque 40 millions à être inscrits. Mais qui se cache derrière cette fameuse entreprise ? Pour le savoir, direction San Francisco, aux États-Unis. C'est dans cette ville de Californie, à 2 pas de la Silicon Valley, que le célèbre oiseau a fait son nid, au dernier étage de cet immeuble. Comme dans de nombreuses startups américaines, ici l'ambiance de travail est détendue. Les 140 employés de Twitter, jean basket, ont entre 20 et 30 ans. Et tout est fait pour leur offrir un cadre de travail convivial, locaux spacieux, nourriture gratuite et même table de mixage pour se détendre. Les 3 fondateurs les voilà, Jack Dorsey, Biz Stone et Evan Williams. Biz Stone, 34 ans, est le directeur artistique. Ici, vous avez le service téléphone mobile, l'équipe design qui est à côté d'eux, puis l'équipe chargée des recrutements. L'idée de Twitter est née il y a presque 4 ans, au mois de mars 2006. L'idée de départ, quand on a commencé, c'était « Peut-on créer une façon simple pour les gens de rester en contact avec les personnes qu'ils connaissent ?» Ce qui est très vite arrivé, c'est que ça ne concernait plus seulement vos amis, mais ça concernait tout le monde. C'est devenu « Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Qu'est-ce qui se passe près de chez moi ?» Cette année, nous commencerons à atteindre 1 milliard de recherches sur notre site par jour. Ça veut dire que de plus en plus de personnes demandent à Twitter « Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Ils veulent savoir ce qui se passe. À travers l'usage des utilisateurs, Twitter s'est profondément différencié de réseaux sociaux comme Facebook. Alors que Facebook sert principalement à rester en contact avec ses proches, Twitter, lui, sert à rester en contact avec le monde. Nous ne sommes pas un réseau social, nous sommes un réseau d'information sur lequel vous vous connectez pour savoir ce qui se passe. Quand vous demandez aux gens de parler de l'actualité, ils ne le font pas nécessairement. Mais si vous dites seulement « Ne vous embêtez pas avec l'actualité, voici un outil, utilisez-le pour dire ce que vous voulez », ce qui se passe, c'est que l'actualité finit par émerger. Parce que si vous sentez un tremblement de terre, vous allez le tweeter. Si vous voyez un accident de voiture, vous allez le tweeter. Parce que ça se passe devant vous et que vous voulez le raconter. Résultat, les informations surgissent du réseau. Une révolution. Grâce à Twitter, le web n'est plus seulement le tuyau dans lequel circulent les informations, il en devient la source. Une révolution qui a déjà commencé. Pour le vérifier, il suffit de se rendre de l'autre côté des États-Unis, à New York. Le 15 janvier 2009 au matin, Janice Crums embarque sur un ferry. Comme des centaines de travailleurs, il traverse l'Hudson River pour se rendre à Manhattan. Mais ce jour-là, le trajet prend une tournure imprévue. Quand j'étais sur le ferry, il y a eu une annonce nous disant qu'il y avait un avion en face de nous. Nous avons donc regardé sur le côté droit et c'était clair, il y avait un gros avion flottant devant nous. À ce moment, on nous a dit que nous allions nous rendre sur place pour le sauvetage. J'étais sur mon téléphone, j'étais sur Twitter à ce moment-là. J'ai regardé, j'ai vu l'avion et je me suis dit « Waouh, il y a un avion !» Alors j'ai vu des gens prendre des photos. Comme j'étais avec mon téléphone, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée sur Twitter dans la foulée. Et j'ai écrit « Il y a un avion dans l'Hudson. Je suis sur le ferry qui va secourir les gens, c'est dingue. » Et puis je n'y ai plus pensé. Aussitôt, le tweet de Janice est envoyé à ses abonnés. Ceux-ci découvrent alors qu'un avion vient d'amérir en catastrophe à New York, dans l'Hudson, photo à l'appui. Immédiatement, ils relaient l'information à leurs propres abonnés. L'effet boule de neige de Twitter est lancé. En l'espace de quelques secondes, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre à tous les utilisateurs du réseau.
Quand j'ai repris mon téléphone, nous étions au port et quelqu'un m'appelle. Je ne connaissais pas le numéro, mais j'ai décroché. C'était la chaîne MSNBC, la chaîne d'information. Ils m'ont dit, pouvez-vous être à l'antenne dans 20 secondes? Ils avaient vu mon tweet. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils m'avaient retrouvé. En l'espace de quelques minutes, tous les médias américains se tournent vers cet homme, unique source d'information pour eux. Le lendemain, sa photo fait même la une de plusieurs journaux. Janice devient alors bien plus qu'un simple témoin. Ce qu'il y a de fantastique avec Twitter, c'est que vous pouvez devenir un journaliste citoyen. Si vous vous trouvez au bon endroit, vous pouvez informer les gens. Twitter est un formidable outil pour rapporter les informations instantanément. Donc si vous êtes sur l'Hudson ou n'importe où et que quelque chose arrive, vous pouvez dire aux gens très rapidement ce qui se passe. Grâce à Twitter, Janice Crumb est passée du statut de simple citoyen à celui de reporter amateur. Je vais vous tweeter, les gars. Mais alors, comment réagissent les médias traditionnels face à cette nouvelle donne? Retour en France, dans les locaux de la chaîne d'information continue France 24. Ici, la rédaction est encore sur le pied de guerre. Il y a moins de 24 heures, un séisme a frappé Haïti. Juste sur Haïti, moi je continue à bosser sur tout ce qui est image amateur, témoignages, uniquement témoignages et images amateurs. Julien Pain est chargé de surveiller toutes les informations provenant d'amateurs sur Internet, par le biais notamment de Twitter. Okay. Cette stratégie mise en place récemment par France 24 s'est révélée particulièrement payante hier pour couvrir le séisme qui a frappé la petite île des Caraïbes. C'est sur Twitter que les premières informations en provenance d'Haïti sont apparues. Quelques secondes après le drame, des photos étaient déjà disponibles. Twitter, hier matin, ça a été absolument énorme. C'est-à-dire qu'il faut voir que Twitter, dans les premières heures après un gros événement, alors ça peut être une explosion quelque part, ça peut être un tremblement de terre, ce genre de choses, c'est sur Twitter qu'on trouve les premiers témoins. Ça paraît incroyable, mais alors là, sur Haïti, c'était encore plus vrai, parce que le téléphone était coupé, et c'est la première fois, moi ça fait quand même des années que je travaille là-dessus, c'est la première fois qu'on ne pouvait pas joindre les gens au téléphone, mais que par contre on arrivait à les joindre sur Twitter, et qu'on arrivait à les joindre sur Skype et par webcam. Quand Julien a cherché à contacter un habitant de la capitale, là encore, il a eu recours à Twitter. On est arrivé suffisamment tôt hier pour repérer 2-3 mecs qui avaient l'air de tweeter de là-bas et qui avaient des informations intéressantes. Et on a fini par identifier ce type-là, qui travaille pour une radio locale. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai regardé un peu les tweets qu'il avait balancés. Les tweets paraissaient vraiment très bien informés, aussi bien sur la géographie du lieu, sur ce qui s'était passé, sur des témoignages de victimes. Ensuite, j'ai réussi à le contacter, donc je lui ai envoyé un tweet en lui disant voilà, je suis journaliste à France 24, est-ce que ça vous intéresserait de témoigner sur France 24, de parler avec nous? Il m'a répondu en me disant ok, voici mon compte Skype. Je l'ai pris en interview par webcam et une demi-heure après, il passait dans le JT de France 24. Toutes les maisons ont été touchées, mais les grandes maisons à plusieurs étages sont les plus secouées ou victimes, je pourrais dire, par le tremblement de terre. En l'espace d'à peine une heure, il est maintenant possible de localiser et d'entrer en contact avec une personne aux prises avec un événement grave. Twitter a déjà commencé à transformer l'univers des chaînes d'actualité, et ce n'est qu'un début. Je pense que le gros changement là, des prochaines années, c'est que les premiers sur un événement, ça sera toujours des amateurs, au sens des gens qui sont sur place. Donc s'il se passe quelque chose, un bâtiment s'effondre à Karachi, au Pakistan, ça ne sera pas un journaliste qui le premier sera là avec son téléphone portable à prendre des photos. Ça sera dans 99% des cas, quelqu'un qui passait par là, qui avait un téléphone portable avec une connexion Internet, qui a pris la photo et qui l'a envoyé sur Twitter. Et je pense que s'il y a bien un monopole que les journalistes ont perdu, et ça il faut s'y faire, c'est celui de la captation. On ne sera plus les premiers sur les événements. Ça c'est terminé.